Alors, vous allez créer une nouvelle page. Donc, dans la palette des pages, je déplace par exemple la page de gabarit à cet endroit-là. Et voilà, elle apparaît. Oui. Alors, je vous montre l'importation d'images ou multiples fichiers importés. Voilà, je vais prendre les images qui sont là. Cliquez, glissez, ne faites rien, regardez. Cliquez, glissez, je joue avec les flèches haut et droite pour déterminer le nombre de rangées et de colonnes. Et je vais enfoncer la touche commande du Mac ou contrôle du PC et jouer avec la flèche qui va vers la gauche. Donc je ne lâche pas le bouton de la souris. J'appuie sur la touche contrôle en permanence et j'appuie brièvement sur la touche flèche gauche. Même chose pour la touche flèche bas. Et vous voyez que j'arrive à réduire à 0 les gouttières. Voilà. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Et il n'y a pas d'espace entre les images. Alors, il faut une troisième main. C'était un prérequis pour la formation. Vous étiez censé venir de Fukushima, non? C'est pas ça qui était prévu? Je rigole. Bon. Donc, pendant que vous êtes en train d'appuyer sur le bouton à souris, vous avez joué sur la flèche haut et droite pour déterminer le nombre de colonnes et de rangées que vous voulez. On suppose que vous utilisez la main droite pour la souris. Avec la main gauche, vous mettez le doigt sur contrôle et vous jouez avec ces deux flèches, ces deux-là, voilà. Oui, ces deux-là, voilà. Donc, avec la main gauche, la touche contrôle enfoncée et appuyez brièvement sur les flèches gauche et bas. Je recommence. On continue avec le silence, pas. Vous pouvez faire avec le nombre d'images que vous voulez. Donc, je fais le cadre, je joue avec les flèches haut et droite, et puis touche commande du Mac ou contrôle du PC avec la main gauche. J'appuie brièvement sur la flèche vers la gauche. J'appuie brièvement sur la flèche vers le bas. Voilà. Je lâche le bouton à souris. Et les images sont collées l'une à l'autre. En tout cas, leur bloc, il suffit que je fasse maintenant ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Et ça marche. Bon, vous allez créer une nouvelle page et je vous montre une autre méthode qui sera un peu moins chipot pour obtenir la même chose. Et ça va être complètement différent comme approche. Vous allez voir ça. Donc, nouvelle page. Sur cette page, je crée un bloc image, par exemple. Outil bloc rectangulaire. Le voilà. Je lui mets une couleur pour bien voir où il est. Ce sera plus simple pour la démonstration. Voilà, donc sur ce bloc image, je vais jouer un script, menu fenêtre, utilitaire, script. Et oui. Donc voilà la palette des scripts de InDesign. Ce sont des scripts que vous ne pouvez pas faire vous-même comme on les fait dans Photoshop ou Illustrator. C'est de la programmation en JavaScript. Donc vous ouvrez le dossier application, échantillon, samples, donc JavaScript. Voilà. Alors des scripts, on en trouve sur le web qui sont payants ou gratuits. Personnellement, j'en ai déjà acheté un payant. Je crois que c'était 80 $ pour faire des belles fractions dans InDesign. Oui, il y a un site qui s'appelle InDescript, qui est quand même la référence pour les scripts InDesign.
des scripts pour faire des index. Mieux qu'avec l'outil d'indexation de InDesign. Vous voyez ce qu'on a à la fin des livres, la liste des mots clés. Oui. Voilà, des index. Enfin, voilà, il y a plein de scripts. Alors, comment faire les scripts? Voilà, Add InDesign, script, support Adobe. Et alors, il vous explique comment faire la création de scripts dans InDesign. Les scripts d'exemple, c'est ce qu'ils sont en train de montrer là. Ouais. OK. Donc, des scripts tout faits sur le web et les installer, c'est assez facile. Les faire soi-même, c'est beaucoup plus difficile. Alors, votre bloc est sélectionné. On va aller chercher un script qui permet de couper un bloc en plusieurs autres. Alors, quel est le peintre le plus connu en Belgique? Magritte. Voilà, donc vous prenez Make Grid, ça n'a rien à voir. C'est juste pour rire. Magnifique. Oui. Voilà. Comment ça, les blagues sont pourries? Alors, je vais mettre par exemple 4 rangées, 4 colonnes. Comme gouttière, je mets 0, 0. L'objet original, le bloc actuel, va être effacé, c'est très bien. Voilà, c'est la seule chose qu'il faut faire. Par exemple, 4, 4, 0, 0, si je ne veux pas de gouttière. OK. Et voilà, vous avez plein de petits blocs. Et le bloc original a été effacé puisque l'option était cochée pour que ça se passe comme ça. Voilà, une fois que les blocs sont créés par le script, évidemment, le script ne peut plus du tout agir dessus. Ce sont des blocs comme si je les avais faits manuellement dans InDesign. Si je veux commencer à créer des gouttières entre les blocs, il faut que j'utilise une palette qui s'appelle la palette alignement. Fenêtre, objet et mise en page, alignement. On ne va pas le faire ici, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. À un certain moment, on pourra voir éventuellement ça. Ce sera donc pour faire des espaces entre les blocs. On n'a pas utilisé ça. Hein. C'est pas si évident que ça à utiliser. Il faut comprendre comment ça marche. Notamment le système des objets clés, le fait qu'il faut grouper parfois pour que ça fonctionne. Bon, alors vous allez chercher une image, fichier importé, et vous la posez dans un des blocs. Évidemment, elle n'est pas ajustée aux dimensions du bloc, elle déborde énormément. Si je clique avec la flèche blanche sur elle, je vois ses dimensions et vous voyez que... Hop, hop, hop. Voilà, vous voyez qu'elle déborde très largement du bloc. Bon, ça c'était avec la flèche blanche. Alors, vous pouvez faire objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement et à ce moment-là, l'image remplit le plus grand possible le bloc sans se déformer. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Bon, tout ça, ce n'est pas une nouveauté. On sait qu'avec la flèche blanche, on peut également aller bouger en enfonçant la touche majuscule. Évidemment, là, on est mal barré, mais ce n'est pas grave parce qu'il y a des solutions. On est mal barré pour montrer toutes les personnes qui sont sur la photo. Mais il y a des solutions, on peut fusionner des blocs et montrer l'image dans 2 blocs fusionnés. Bon, ça on fera après, la fusion de blocs. Alors maintenant, vous allez faire ceci. Vous allez sélectionner un bloc vide. Et vous allez dans le menu Objet, Ajustement. Alors bien sûr, remplir le bloc proportionnellement n'est pas accessible puisqu'il n'y a pas de contenu.
Par contre, je peux pré-régler le bloc. Objet ajustement, option d'ajustement de bloc. Et là, je coche ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Et voilà, le bloc est pré-réglé. Dès qu'il y a une image qui va arriver dedans, elle va se mettre le plus grand possible pour être vue en entier. Et le centre de l'image sera au centre du bloc. C'est ça que ça veut dire, ceci. En général, c'est ce qu'on va faire. Sauf peut-être si on a une photographie en bas à droite des images, on fera en sorte que le bas à droite des images soit systématiquement visible. Et donc, ce sera ce point-là qu'il faudra mettre. Mais en général, on va garder le point central. On va faire en sorte que le centre de l'image soit au centre du bloc. L'option ici, ajustement automatique, c'est si on décide par la suite de modifier la dimension du bloc, l'image va s'agrandir automatiquement toute seule. Mais ça ne nous intéresse pas ici. Ce qui nous intéresse, c'est de pré-régler le bloc pour que, quand il reçoit une image, elle remplisse. OK. Et vous importez une image. Et voilà. C'est pré-réglé. Bon, ben on va pré-régler tous les blocs pour qu'ils redimensionnent quand une image arrive dedans. Donc, vous pouvez tous les sélectionner. Donc, flèche noire qui les englobe tous, ou alors CTRL A. Et vous allez dans Objet, Ajustement, Option d'ajustement de bloc. Ajustement, remplir le bloc proportionnellement. OK. À partir de là, en ayant les blocs sélectionnés ou pas, peu importe, je vais importer des images. Et là, contrairement à ce qui se passait tout à l'heure, où on ne décidait pas trop où les images arrivaient dans la grille, en fait, ça dépendait de l'ordre des images sur le disque dur, dans la liste. Ici, avant de poser l'image, je peux passer en revue avec les flèches gauche et droite. Je me dis, tiens, oui, celle-là, je vais la mettre là. OK, celle-là, là. Celle-là, je ne l'utilise pas, je joue avec les flèches gauche et droite pour en choisir une autre. Voilà, je mets celle-là. Celle-là, je ne l'utilise pas, je joue avec les flèches gauche et droite pour en mettre une autre. Et voilà, celle-là est déjà mise, je la passe. Etc., etc. Ouais, marque, OK. Négocier avec Samantha. Bon, je peux continuer. Il peut y avoir les mêmes images dans différents blocs. Hein. Je pourrais en montrer une en vue rapprochée, éventuellement. Là, je vais quand même annuler parce que j'ai trop de bateaux. Finalement, celle-là, je vais la prendre. Voilà. OK. Est-ce que vous avez certaines images qui apparaissent? Vous avez un bloc, des blocs qui étaient colorés, comme moi. Vous avez certaines images qui apparaissent sur le fond coloré? Oui? Non? Oui, oui. Il est possible que si vous avez été chercher une image grise, elle apparaît avec le fond coloré. Vous savez quoi? On va modifier une des images dans Photoshop. Comme ça, tout le monde aura une image grise dans InDesign. Ce sera l'occasion de parler des images grises. Voilà. On va ouvrir une des images dans Photoshop et on va l'ouvrir au départ de InDesign. Ce serait trop facile d'aller le faire par Photoshop. Comme ça, vous voyez comment ça marche. Fenêtre lien, la palette des liens. Vous avez la palette des liens. Ah, vous avez... Oui. Voilà. Vous allez sélectionner. Alors, voilà. Donc, oui, j'essayais de trouver l'endroit où je vais pouvoir agrandir. Ah oui, au fait, c'est parce que j'ai déployé les informations. On n'en a pas besoin ici. Voilà, sinon comme ça. OK, donc je vais ouvrir une image dans Photoshop. Par exemple, celle-là.
Je choisis, hein. Choisissez n'importe laquelle des images. Elle apparaît en surbrillance dans la palette des liens. Vu que j'ai utilisé cette même image ailleurs dans le document, ben, en fait, elle apparaît dans un groupe. Vous avez ça aussi? Non. Voilà, elle apparaît dans un groupe. Et on m'a dit que là, c'est cette image-là sur la page 4. Ben oui, c'est la 4e page de mon document. Vous, c'est peut-être la 3e, peu importe. En tout cas, voilà. Ne vous étonnez pas qu'elle se retrouve à différents endroits, puisque je l'ai utilisée sur différentes pages, cette image. Et alors, je vais demander ici, dans le menu de la palette lien, de la modifier dans Photoshop. Donc, menu de la palette lien, modifier. Attention, si on fait modifier l'original, ça pourrait s'ouvrir dans un logiciel qui n'est pas Photoshop. Ça dépend comment l'ordinateur est réglé. Peut-être que l'ordinateur est réglé pour ouvrir les images JPEG dans autre chose que Photoshop. Donc, je vais demander modifier avec. Modifier avec, et là, vous avez la liste des logiciels qui sont capables d'ouvrir des images JPEG. Donc, les images JPEG étant quand même des images très connues comme format, ben, on a plein de logiciels qui sont capables d'ouvrir des images JPEG. Voilà. Et je vais demander d'ouvrir avec Adobe Photoshop. Donc, Photoshop se lance s'il n'était pas lancé. Étant donné que l'image, je l'ai ouverte au départ de InDesign, dès que je l'aurai modifiée dans Photoshop, et que j'aurai fait CTRL-S, enregistrer, ça changera d'office dans InDesign, il n'y aura pas de mise à jour nécessaire. Voilà, donc on a l'image dans Photoshop. On va la mettre en niveau de gris parce qu'en fait, InDesign, il réagit d'une manière bizarre avec les images niveau de gris et c'est ça qu'on veut voir. Donc, logiquement, si je voulais faire une image grise au départ de ceci, ben, la première chose à faire, c'est quand même d'utiliser un outil de Photoshop qui permet de faire des belles images grises. Donc, je vais aller mettre un calque de réglage ou alors je peux directement aller par image réglage noir et blanc. Parce que je sais que de toute façon, le calque va disparaître à un certain moment. Donc, image, réglage noir et blanc, ou alors vous mettez un calque de réglage de type noir et blanc. Donc, quand vous voulez des images noir et blanc, il faut toujours prendre en couleur avec l'appareil photo. Et puis après, dans le logiciel Photoshop notamment, ou Lightroom, ou Camera Raw, ou d'autres logiciels de développement comme DxO ou autres, vous allez pouvoir transformer en noir et blanc. C'est évidemment ce qu'il y a de mieux. Voilà, Lightroom, Camera Raw, DxO et Photoshop, bien sûr. Et là, j'ai mis un calque de réglage, mais j'aurais pu aller dans Image, réglage, noir et blanc. Et je suis censé jouer avec les curseurs pour déterminer l'aspect de mon image noir et blanc. Bien sûr, vu que c'est une image JPEG, ça donne un résultat qui n'est pas de très bonne qualité. On a des pertes. On a plein de petits artefacts qui apparaissent. Bon, c'est comme ça. Il faut travailler avec des images de bonne qualité au départ. Donc, du RAW pour bien faire. Pas du JPEG. Si vous photographiez vous-même, bien entendu, vous choisissez du RAW. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez passer en mode noir et blanc, c'est-à-dire qu'actuellement, dans Photoshop, on a une image en 3 couches de lumière rouge, verte et bleue. Voilà, 3 couches de lumière rouge, verte et bleue. Et on va obtenir au final une seule couche de noir et blanc en faisant image, mode, niveau de gris. Image, mode, niveau de gris. OK, le changement de mode va supprimer un calque de réglage. Changer de mode tout de même. Ben, je vais choisir aplatir.
Donc, ceux qui avaient mis un calque de réglage, vous avez choisi l'option aplatir, et puis ensuite, vous avez eu l'option faut-il supprimer les informations chromatiques? Vous avez répondu OK. Et alors, cette image, je vais la mettre à jour sur le disque dur, elle ne va pas changer de nom. Je fais fichier enregistrer. OK. Et quand je vais dans InDesign, elle a été mise à jour tout de suite. C'est une image niveau de gris. Bon, ben voilà, une image niveau de gris dans InDesign. Si vous voulez qu'elle apparaisse en niveau de gris, il faut que le fond du bloc soit de couleur blanche. Ou pas de couleur du tout. Alors à ce moment-là, c'est le papier blanc derrière qui apparaît. Donc, le bloc ici, je le sélectionne avec la flèche noire. Voilà. Je vois que son fond est rose, mais à la place, je vais mettre la couleur papier. Fenêtre, couleur nuancier. Je mets la couleur papier, donc le blanc, et elle va apparaître en blanc, en noir et blanc, normal. Ou alors, si je ne mets pas de couleur du tout sur le fond du bloc, c'est le papier derrière qui apparaît, puisque je n'ai pas d'autre chose derrière. Il ne faut pas avoir d'autre chose derrière, il ne faut pas avoir des blocs qui passent par derrière. Sinon, bien sûr, ça va se voir. Par exemple, si je mets ici un bloc en couleur, ne le faites pas, mais je vous montre juste, je mets un bloc en couleur jaune, voilà, que je fais passer derrière, objet disposition, arrière-plan. Ah, là, ça marche quand même. Il n'y a pas de problème. Donc, je n'ai rien dit, même avec la présence d'un bloc jaune derrière. Si on enlève la couleur, même si on ne met pas de couleur de fond, ça marche. Ça marche. Et non, c'est avec Fox. Bon, donc, vous pouvez faire des créations comme ça, si vous voulez, avec des images noir et blanc, en sélectionnant donc le bloc avec la flèche noire. Donc, quand je sélectionne, c'est bien le cadre bleu qui apparaît. Parce que si vous double-cliquez, c'est le cadre brun qui apparaît. Ça, c'est l'image, c'est le contenu. Moi, je veux travailler sur le conteneur. Donc, c'est le cadre bleu qui apparaît. Et vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, voire même créer une couleur. Il n'y a pas de problème. On crée une couleur. Une fois qu'elle est créée, on la modifie en double-cliquant sur elle dans le nuancier. On va donner un bleu dans la but. OK. Et alors, on est quand même limité quand on utilise des couleurs CMJN. Alors, vous allez choisir ici dans le nuancier que, bon, une fois que vous avez créé la couleur par menu du nuancier, nouvelle nuance, une fois qu'elle a été appliquée, quand vous double-cliquez sur elle, vous avez la possibilité ici de changer le mode de création de la couleur, passer de CMJN à RVB. C'est là au-dessus dans le menu. Voilà, et là, vous allez quand même avoir plus de possibilités au niveau de la saturation des couleurs. OK. Donc, couleur RVB, malgré qu'au départ, notre document était pour l'impression. Ce n'est pas un problème du tout. Ça indique que ce sera tramé à l'impression. Mais après, conversion vers CMJN, bien sûr. Ça représente une trame, des petits points d'impression. Et pourquoi il y aurait Voilà, donc avec les images noir et blanc, vous avez la possibilité donc de les coloriser comme ça. Et la même image peut être colorisée différemment, bien entendu, comme on le voit ici. Il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, que se passe-t-il quand vous cliquez sur l'image avec la flèche blanche? Alors, je vais essayer sur celle-ci parce qu'elle a des densités un peu plus fortes. Voilà, cliquez sur l'image avec la flèche blanche, donc on modifie le contenu, c'est le cadre brun qui apparaît. Eh bien là aussi, vous pouvez donner une couleur autre que le noir. Actuellement, c'est du noir. Vous pouvez mettre par exemple du bleu. Voilà. Donc vous voyez la différence? Ici, ce sont les pixels noirs qu'on colorise, alors que tout à l'heure, c'était les pixels blancs en quelque sorte qu'on colorisait. Avec la flèche blanche, on a fait qu'une seule chose sur notre tout.
Voilà, voilà. Donc, coloration de l'image. Donc, les parties claires ben, sont blanches. Et les parties foncées sont colorées de la couleur que j'ai choisie. Maintenant, vous avez la possibilité d'indiquer que le fond change de couleur aussi. Ben, à ce moment-là, on revient avec la flèche noire, travailler sur le bloc. Je clique sur l'image avec la flèche noire. Après avoir cliqué ailleurs, c'est bien l'image apparaît avec ces vecteurs bleus là. C'est pas brun, c'est bien sur le bloc, le conteneur que je travaille. Et comme couleur de fond, je vais mettre une couleur, une autre. Voilà. Alors, pour bien faire, il faudrait mettre une couleur claire. Non. Attends. Voilà. Avec la flèche blanche à nouveau, je mets du foncé. Avec la flèche noire, je change la couleur de fond. Enfin voilà, vous avez la possibilité de mettre deux couleurs, une pour le fond, comment est-ce qu'on transforme les pixels blancs, et une pour les pixels noirs. Bon, maintenant, l'utilité, c'est à vous de voir ce que vous allez en faire, en fait. Hein. C'est qu'une image où dans le vent, non, mais peut pas chose de la cache quand même. Le système. Ça peut donc être utile quand on a à faire des logos, surtout. Je vois surtout ça pour des illustrations noir et blanc. D'ailleurs, on peut tester, on va aller chercher rapidement une illustration noir et blanc et vous allez voir tout de suite l'intérêt que ça peut avoir plus que sur une photo. Alors, on y va sur le web. Oui, c'est cool. Voilà, je vais taper Celtic Design, public domaine entre guillemets. Allez, faut que tu écoutes feu comme Pas avec un E, ça c'est du n'importe quoi. Voilà, Celtic Design, public domaine, et je tombe sur des designs celtiques. Tiens, quelle surprise. Et puis je vais en télécharger un. C'est juste un exemple, ça pourrait être un logo, ça pourrait être n'importe quoi. Vous avez compris le principe. J'enregistre l'image dans le dossier d'aujourd'hui. Je vais l'ouvrir dans Photoshop. Dans Photoshop, je fais image mode niveau de gris. Éventuellement, je peux aplatir l'image parce qu'il y avait de la transparence. Donc, j'ai vraiment une image noir et blanc, ce que j'obtiendrai exactement si j'ai scanné un petit dessin noir et blanc que j'ai fait sur une feuille. Vous mettez à jour l'image. Bon, ben, je vous montre. Ici, l'image est sélectionnée. Le bloc est sélectionné. D'accord? Je vais faire fichier importer et aller chercher l'image que je viens d'aller prendre sur le web là. On a l'option ici remplacer l'élément sélectionné qui est d'office coché. Ça veut dire que l'image va disparaître et c'est le motif celtique qui va apparaître à la place. Voilà. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Voilà, voilà, j'ai la possibilité de choisir la couleur de fond et la couleur du logo. C'est pas mal, ça. Hein? Ah, ça marche quand même mieux avec ce genre d'image. Hein? Avec les photos, ça peut être sympa aussi, mais bon. Oui, donc pour que ça fonctionne, il faut que l'image dans Photoshop soit en mode niveau de gris et il faut que dans la palette des calques, on n'ait pas un calque Photoshop, c'est vraiment un arrière-plan. Donc menu calque, aplatir l'image si nécessaire pour supprimer toute notion de calque. Alors maintenant, le format dans lequel c'est enregistré, JPEG, Photoshop, TIFF, les formats, ça ne marche pas. Ce qu'il faut juste, c'est mode niveau de gris, et c'est comme ça que vous arriverez à coloriser dans InDesign si vous voulez.
Bon, ici, je vais redimensionner l'image dans son bloc. C'est juste un petit rappel. Flèche blanche, je clique sur le bloc, je vois apparaître le cadre brun, c'est bien le contenu, l'image. Ensuite, transformation manuelle, outil de transformation manuelle, poignée du coin avec Alt majuscule. Voilà. Là, on a quand même un petit problème. C'est que ça ne fonctionne pas comme je voudrais que ça fonctionne. D'accord. Voilà, donc le problème, c'est qu'il faudrait que dans Photoshop, j'ajoute de la zone blanche, en fait. Hein. Bah, je vais le faire. Hein. Dans Photoshop, je prends l'outil de recadrage. Ça, vous n'êtes pas obligé de faire. Hein. Vous regardez simplement, c'est du Photoshop, en fait. Hein. Outil de recadrage avec Alt majuscule dans Photoshop, j'agrandis le cadre. Voilà. D'accord? Donc, recadrer dans Photoshop, c'est pas seulement enlever de la zone, c'est aussi en ajouter. Donc, outil de recadrage dans Photoshop, Alt majuscule pendant que je prends une poignée du coin, je valide. Voilà. J'enregistre. Dans InDesign, je fais la mise à jour éventuellement par fenêtre lien. Bien. Je sélectionne l'image avec la flèche blanche dans InDesign et j'agrandis avec Alt majuscule. Et voilà, j'obtiens ce que je voulais obtenir, c'est-à-dire le logo vu en entier. Bon, ben voilà, parce qu'il est arrivé très serré, évidemment. Il n'y avait pas de blanc superflu autour. Hein. Donc là, il a fallu que j'aille ajouter de la zone dans Photoshop avec l'outil de recadrage. Et j'ai agrandi la zone avec Alt majuscule. Ben oui, vous voyez que la logique est toujours la même, hein, puisque dans InDesign, quand je redimensionne, c'est également avec l'outil de transformation manuelle Alt majuscule pour que ça se redimensionne en gardant les proportions et que ça se redimensionne par le centre. Monsieur. Bon, n'oubliez pas d'enregistrer. Ben voilà, les images noir et blanc, il fallait en parler à un certain moment. Sinon, vous n'allez pas comprendre pourquoi c'est réagi bizarrement. Et vous avez même compris qu'on sait même se servir du fait qu'on peut modifier la couleur de fond. Donc là, le blanc des images et le noir des images. Bon, on a donc une grille d'images. Ben, ça peut servir pour faire une couverture éventuellement. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ce document ici pourrait être utilisé dans l'autre document. Mais oui, il y a possibilité dans InDesign d'importer d'autres documents InDesign. On va le faire, vous allez voir. Donc ici, votre document, vous allez l'enregistrer sous le nom grille d'image. Oui. Une couverture, c'est vous qui voyez. Couverture, c'est bon aussi. Hein, du moment qu'on sait que c'est ça qui va servir de couverture. Couverture.indd. Alors, dans ce document-là, pour me simplifier la vie, je vais supprimer les pages qui ne concernent pas la 4e. Donc, clic, majuscule, clic. Vous avez vu hein? Clic, majuscule, clic. Corbeille. OK. Il n'y a plus que la page qui m'intéresse qui est dans ce document. Et je fais fichier enregistré. Voilà. Donc, j'ai mis à jour le fichier couverture.indd sur le disque dur. Il ne contient plus qu'une page. Voilà. Eh bien, dans InDesign, vous allez pouvoir ouvrir votre premier document.
Fichier, ouvrir une composition récente. Premier doc. Non, c'est pas celui-là. Ah oui, d'accord. Oui, premier doc, ok. Je vois. Non, c'est le premier qu'on a fait tout à l'heure, en fait. Où est-il? Celui avec les colonnes. L'horizontale. Je me suis un peu embrouillé, là. Oui, celui avec le texte. Ouais. Dans mon hommage de fichier ici, j'ai un peu foiré. Voilà, je pense qu'on en était arrivé là. En effet, j'ai foiré mon hommage de fichier. C'est pas grave. Je vais corriger le tir ici. Ça peut arriver de se planter. Donc, à partir du 4, en fait, ça doit s'appeler second doc. Chez moi. OK. Allez, soyons paresseux. Je vais passer par l'utilitaire de renommage de fichier pour le faire. Et je vais dire, tiens, remplacement de texte ici. Je remplace le texte premier par le texte second. Et voilà ce que ça va faire. Donc, vous avez les 3 documents dans la liste à gauche qui vont être renommés comme ça. Vous voyez l'intérêt? Si j'en avais une centaine, ce serait aussi facile. OK, donc, là. Par contre, les numéros sont plus vraiment bons. Enfin, vous voyez, j'ai fait une petite erreur de renommage de fichier tout à l'heure, mais c'est pas grave, c'est corrigé maintenant. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est la dernière version de mon document, le premier là, avec du texte, et je vais importer dedans. C'est ça qui est intéressant de voir, c'est que je vais importer le document qui s'appelle couverture et qui contient la page qui m'intéresse. Voilà. Donc, je vais ici créer une page devant la page 46. Voilà, je déplace l'icône 100 devant la page 46. Je recommence? Oui. Donc, dans la palette page de mon document double page ici, je vais aller créer une page qui ne correspond pas à un gabarit. Et ça ne va pas être une page créée d'après le gabarit A. Et donc, pour faire ça, je déplace ceci devant la première page 46. Voilà. J'ai aussi la possibilité, et là j'annule, de faire menu de la palette page, insérer des pages, insérer 2 pages au début du document, selon aucun gabarit, 100. Gabarit 100. Voilà, donc le principe est le même. J'ai créé une double page avant ma page 46, et forcément, elle a été renommée 48. Ma page 46 est devenue la 48. Et la nouvelle page a pris le numéro 46. Tout ça est très logique. Hein. Et je vais pouvoir mettre une couverture là-dessus, si je veux. Voilà. J'importe, fichier importé. J'importe un document InDesign dans un autre. Donc, on peut importer des images dans InDesign, tout format d'image. On peut importer du vectoriel, des images vectorielles. On peut aussi importer du PDF et aussi du InDesign. Cliquez, glissez. Bon, ben voilà, un document InDesign dans un autre. Si on va voir dans la palette des liens, fenêtre lien, on voit que le seul lien dans ce document, la seule chose qui a été importée, c'est un document InDesign. On n'a pas encore importé d'autres images. Hein.
dans ce document ici. Voilà. Document qui contient lui-même plein d'images. We ne prend pas ça demande behavior. Oui, évidemment, parce que si j'avais cliqué au moment où j'importe, la page est trop grande, faudrait que je la redimensionne après. Voilà, si je fais que cliquer, elle arrive à son bon format, enfin à son format réel. Mais je suis obligé de la redimensionner maintenant. Outil de transformation manuelle, poignée du coin, voilà, je la redimensionne. Et donc, j'ai mon temps à la redimensionner au moment où je l'importe. Bon, maintenant, après, je peux la positionner. Je peux la redimensionner pour que ça déborde. Enfin, voilà. Vous faites un peu ce que vous voulez pour créer votre couverture. Voilà. Bien. Alors, ce système de l'importation d'un document InDesign dans un autre, ben, ça peut être utile. Ça peut servir. Vous allez pouvoir, grâce à ça, faire une table des matières sympa, ou plutôt que de voir le nom des chapitres, vous avez l'image des pages. Vous avez l'image des pages qui apparaît. Il suffit, une fois que vous avez fait toute votre mise en page, d'exporter d'enregistrer le document. Vous enregistrez le document et vous allez pouvoir vous faire votre table des matières. Mais si vous voulez, on le fera plus tard. Une table des matières qui utilise interactif si on veut, mais ce sera uniquement sur écran. Mais même pour l'impression, ça peut être bien de la table des matières de voir les pages auxquelles on fait référence. Hein. Je mets l'image de la page, je mets tiens, ça c'est la page 38. Voilà. Donc voilà une des utilisations de ça. Ou alors, si je veux montrer les anciens numéros du magazine, ben, je vais charger sous forme d'images toutes les couvertures InDesign des magazines précédents, qu'on peut encore commander, par exemple, en payant. Voilà. Donc ben voilà, ça peut être sympa. Vous voyez, c'était l'occasion de parler de ça, parce que c'est assez peu connu, en fait. Hein. Je ne sais pas si ça vous serait venu à l'idée d'importer un document InDesign dans un autre. Ben voilà, ben c'est tout à fait faisable. Il n'y a pas de problème. Bon, bien sûr, toutes les images utilisées par le document InDesign doivent rester accessibles au document InDesign. Ça, c'est certain. Le document couverture ne fonctionnera bien que s'il se trouve à côté de lui les images utilisées par lui. Tout ça est logique, en fait. Hein. Si vous voulez pouvoir vous passer des images, pouvoir les supprimer, il faut que je fasse un PDF alors. Pas plutôt qu'un INDD. Dans le PDF, les images seront incluses dans le PDF. Là, on peut se passer des images sources. Elles peuvent disparaître, il n'y a pas de problème. Et au point de vue qualité, ce sera la même chose que d'utiliser un document INDD. D'importer un document INDD ou importer un document PDF, la qualité sera la même. Voilà. Puis après ça, vous brodez, par exemple, un bloc texte. Voilà. Je vous montre rapidement ce qu'on peut faire, évidemment. C'est juste un bloc texte que je crée à côté, là, et je lui donne certains paramètres. Voilà. Et voilà. Et vous avez une couverture. Donc, etc., etc. Après, ça devient un peu de la création. C'est vous qui voyez comment vous allez gérer ça.
Bon, une fois que vous avez sauvegardé le document ici, vous allez pouvoir le fermer et on va réouvrir notre document couverture. Parce qu'on va quand même essayer d'améliorer les choses. Au niveau de la grille d'image, on peut faire mieux que ça. Notamment ici, on va fusionner des blocs ensemble parce que c'est un peu répétitif. Bon, c'est bien, c'est sympa, des images comme ça sous forme d'une grille, ça donne du rythme, mais il faut en même temps qu'on amène une structure, et les structures, c'est très bien, il faut quand même amener de la diversité. Et pour amener de la diversité, on va pouvoir fusionner des images ensemble. Alors, vous allez, avec la flèche noire, vous focaliser sur deux images qui sont l'une à côté de l'autre. Voilà. On va fusionner les deux blocs ici. Oui. Dans mon cas, je vais fusionner le bateau et cette image-là. Il y a forcément une des deux images qui va disparaître. Un bloc ne peut pas contenir deux images en même temps. Sauf si j'ai fait le montage des deux images dans Photoshop. Évidemment, là, je peux amener autant d'images que je veux dans un bloc. Le montage est fait à l'avance dans Photoshop, avec des fusions d'images, etc. Mais dans InDesign, on peut mettre qu'une seule image en même temps dans un bloc. Donc, il y a une des deux images qui va disparaître. Laquelle? Donc, suite à la fusion de ces deux blocs, il y a une des images qui va disparaître. C'est celle qui est le plus en bas. Donc, ici, si je veux garder l'image du bateau, je vais l'amener en avant-plan. Elle est peut-être déjà au-dessus de l'image. Ici, dans l'empilement. Je le verrai par la palette des calques. Et fenêtre calque. Ça peut se voir quand je clique sur une image et l'autre. Vous voyez le petit carré bleu là qui bouge? En fait, non, l'image du bateau est sous l'image ici. Enfin, elle est sous, dans l'empilement. Hein. Visuellement, sur la page, elle est à côté, mais dans l'empilement des images, dans l'empilement des blocs images, elle est en dessous. Bon, peu importe. Je n'ai même pas besoin d'aller voir dans la palette des calques. Systématiquement, si je sais que je veux garder cette image-là et pas l'autre, eh bien, cette image-là, je vais la faire monter tout au-dessus. Objet, disposition, premier plan. Objet, disposition, premier plan. Rien ne change visuellement. Bah oui, parce qu'elle est restée au même endroit. Simplement, dans l'empilement des images, elle est maintenant tout au-dessus. Ici, pour être certain que la fusion se fasse bien, je vais faire déborder un peu l'image du dessus sur l'image d'à côté. Et puis j'active les deux avec la touche majuscule. Voilà, donc les deux blocs sont activés. Je vais dans menu Fenêtre, Objet et mise en page Pathfinder. Ben oui, il y a un Pathfinder dans InDesign, pour ceux qui ne savaient pas. Il est plus simple que celui de Illustrator, mais c'est le même principe. Menu Fenêtre, Objet et mise en page Pathfinder. Et alors là, dans le Pathfinder, vous avez l'addition. Et voilà, comme prévu, l'image qui est restée, c'est celle qui était le plus au-dessus. Donc ça monte que ça. Voilà, objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Et voilà, on commence déjà à avoir un peu de diversité dans notre montage. On fait ça quelques fois et ça va vraiment nous aider pour amener un peu de diversité. Voilà. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Ok, ça va? Oui. Bon, au passage, je vous montre un truc. Si vous voulez changer les images de place, il va falloir absolument... il va falloir ruser. Bon, là, je vais quand même agrandir encore un peu celle-là parce qu'il y a un bord noir qui est vraiment gênant, là. Transformation manuelle. Ok, là, ça va tout de suite mieux. Oui, il faut se méfier des bords qui sont dans les images. Il faut s'en débarrasser, là.
On n'a pas besoin de voir apparaître des bords. Il faut recadrer. Alors, je vous montre, si on veut échanger deux images, il va falloir ruser. Ne faites rien, regardez. Je veux échanger cette image-là et celle-là. Bon, il y a plusieurs solutions. On va faire plutôt échanger celle-là et celle-là, parce qu'elles n'ont pas la même dimension, sinon c'est trop facile en fait. OK, donc je vous montre. Avec la flèche noire, je vais déplacer celle-là, j'obtiens donc une copie, là. Ah tiens, oui, si je me mets en affichage normal, je vais voir l'image sur les côtés, là, voilà. En aperçu, évidemment, je ne la vois pas, mais en affichage normal, je la vois. X. Avec la flèche blanche, je vais cliquer là-dessus et j'enfonce la touche suppression, donc l'image a été sortie de son bloc. Ici, je fais commande X, elle a été sortie de son bloc, et là, je fais commande V. On essaye. Commande V, pas du tout. Ben non, il faut utiliser la fonction spéciale édition, coller dedans, parce que je veux la coller dans le bloc. Voilà. Je vais recommencer le processus ici, parce que je dois transporter maintenant cette image-là, que je sélectionne avec la flèche blanche, et c'est vraiment l'image, le contenu du bloc que je vais travailler. Commande X, donc CTRL X sur les PC. Je viens ici, édition, coller dedans. Voilà. Et alors, le bloc sur le côté, là, il ne me sert plus à rien. Bon, je recommence pour ceux qui roulent peu. Allez, je vais inverser le contenu de maintenant cette image-là et celle-là. OK, celle-là, avec la flèche noire, je la déplace. Là, voilà. Alors, en enfonçant la touche Alt. Avec la flèche blanche, je clique sur ça, j'enfonce la touche suppression. Donc l'image a été sortie de son bloc. Je prends celle-là, CTRL X, ici, édition, coller dedans. Elle y est. On ne la voit pas, mais elle y est. Essayons un peu ça. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Voilà. Gros piège, hein. Elle n'apparaissait pas, mais elle était en dehors. Il a fallu que j'ajuste. Je prends celle-là, avec la flèche blanche, CTRL X, et je vais faire un coller dedans. Édition, coller dedans. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Voilà. Donc, comment échanger des images. C'est un peu chipot, mais bon, ça marche. Et le bloc là ne me sert plus, je le supprime. Sinon, il y a toujours d'autres moyens de s'en sortir. Vous pouvez aussi aller les chercher sur le disque dur, hein. Ce n'est pas du tout un problème. Il y a aussi une possibilité d'utiliser Bridge en parallèle à InDesign. Comme ça, vous avez une vue d'ensemble sur vos images. C'est aussi une possibilité. Alors, vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller dans Bridge, parce que je vous montre ceci. Si vous mettez en parallèle l'explorateur de l'ordinateur avec le InDesign, vous pouvez faire du glisser-déposer, dans ce qu'on appelle le drag and drop, le glisser-déposer. Bref. Alors, je teste ici. Je prends cette image-là, je la mets là. Voilà, ça marche, vous voyez? Génial, ça. Le glisser-déposer d'une vignette de l'explorateur vers un bloc InDesign. Oh. Si votre explorateur ne vous permet pas d'afficher par icône, utilisez Bridge. Bon, l'avantage de Bridge, c'est qu'il permet de faire des filtres. Vous pouvez filtrer les résultats et nous montrer, aller prendre des images automatiquement dans plein de dossiers
et ne montrer que celles qui répondent à certains critères. Par exemple, que les JPEG, on crée des collections d'images dans Bridge. C'est ça l'intérêt par rapport à l'explorateur de Windows ou du Mac. Bridge va pouvoir aller vous montrer des images qui viennent de plein de dossiers différents et ne faire apparaître que celles qui contiennent certains mots-clés que vous avez encodés au préalable, que les images de chiens ou de chats, par exemple, même si ça vient de plusieurs dossiers différents. Bon, je vais enregistrer le document et dans l'autre document qui utilise couverture.indd, il va me demander forcément de faire une mise à jour. Donc j'enregistre le document sous le même nom. Alors petite astuce, si vous voulez vraiment la jouer sécurité, dans le dossier ici, je fais un clic droit, compresser. D'accord? Compresser le document couverture.indd. Comme ça, quand je vais faire la mise à jour du document, si jamais je me rends compte que j'ai foiré, j'aurai toujours la version originale qui est dans le zip. Ah ben oui, parce que je suis obligé d'enregistrer sous le même nom. Donc, je ne peux pas faire comme j'avais fait avant, commencer à mettre des numéros, parce que ce document couverture.indd est utilisé dans le document premier doc-04. Il faut qu'il garde le même nom. Et donc, l'astuce, c'est de faire une compression. Compresser le fichier, vous avez une archive, un backup, au cas où. C'est donc dans l'explorateur de l'ordinateur, Windows ou Mac OS X, c'est un clic droit, compresser ou archiver. Bon, c'est juste une petite astuce pour ceux qui veulent vraiment la jouer sécurité. Le fait de compresser des choses permet de les figer, de les garder. Elles sont inaccessibles par InDesign puisque c'est du zip, mais malgré tout, elles sont là. Ok, donc je fais fichier enregistré. Donc le document couverture a été mis à jour sur le disque dur avec les dernières modifications que j'ai faites. Si jamais à un certain moment je me dis c'était foireux, il me reste la version dans le zip. J'aurai qu'à dézipper et je vais récupérer couverture.indd, l'ancienne version. Tout ça est très logique en fait. Hein. Dans mon doc que je viens d'ouvrir, là, le document premier document-04, à l'ouverture, il me dit qu'il faut que je fasse la mise à jour des liens. Voilà, mettre à jour les liens. Et ma couverture, là, a été mise à jour. Avec les dernières modifs que j'ai faites, les fusions de blocs. Vous n'êtes pas obligé de le faire, je vous montre que ça fonctionne comme ça, hein, évidemment. Si vous enregistrez le document couverture.indd, il y a une mise à jour qui va se faire dans le document 04, là, qui utilise le document couverture.indd. Alors, on redémarre sur notre document ici et on va voir qu'il est possible, si on veut, de faire apparaître une image à travers plusieurs blocs qui ne sont pas nécessairement l'un à côté de l'autre. C'est une question que vous avez posée tout à l'heure. Donc là, voilà la réponse. C'est super simple. Avec la flèche noire, j'active les blocs qui doivent contenir l'image. Clic, majuscule, clic. Donc, ce qui est un peu compliqué, c'est que une fois que les deux blocs sont activés, on a des poignées qui apparaissent autour de tout et on ne comprend plus trop ce qui est sélectionné. Donc, clic, majuscule, clic sur deux blocs qui ne sont pas l'un à côté de l'autre. Peut-être un troisième, ici, majuscule, clic. Voilà. Et je vais les fusionner avec le Pathfinder. Fenêtre, objet et mise en page Pathfinder.
Je fais réunion, addition ici, voilà. Et voilà. Les 3 blocs sont fusionnés. Celui-là, avec les 2 garçons, le rose et le rose. Je vais remplacer l'image, je vais aller charger quelque chose dedans. Fichier importé. Donc c'est tout bête en fait, hein. Il suffit de sélectionner des blocs qui sont pas l'un à côté de l'autre, puis faire un Pathfinder réunion. Et voilà. C'était peut-être pas la bonne image à importer. Je vais en essayer une autre. OK. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Évidemment, ça marchera mieux avec une texture, je pense, parce que ici, je vais aller chercher rapidement une texture parce que faire apparaître une de mes images à travers ces 3 blocs, ça va pas marcher. Ou alors une image de mer, de vague. Hein? De retour dans InDesign après avoir été chercher l'image d'une vague. OK. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Voilà. Donc, vous avez la même image qui apparaît à travers 3 blocs. Avec la flèche blanche, je clique, je vois le cadre brun de l'image et je peux faire une transformation manuelle. Voilà. Donc, voilà. Donc, et l'exemple que tu m'avais montré tout à l'heure, ça ressemblait à ça, en fait. On avait un bloc, un autre, et encore un autre, un peu comme ça. Voilà, un peu plus rapproché. Et c'est vrai que ça peut donner bien dans une mise en page où on a plein d'images qui sont là, l'une à côté de l'autre, comme ça. Ça peut donner bien. Bon, par exemple, fichier importé. Là, là, voilà. Bon. Et alors, pour celle-là, je les sélectionne tous les 3, les blocs. Je fais une réunion, une addition, voilà. Et quand je porte une image dedans, elle apparaît à travers les 3 blocs. Et donc, qu'est-ce qu'on va choisir comme image qui, par exemple, ça, voilà. Voilà. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Possibilité d'aller cliquer avec la flèche blanche, avec l'outil transformation manuelle, aller redimensionner avec Alt majuscule, repositionner, etc. Oui, ça peut donner bien. C'est toujours l'idée de créer du rythme dans le document. Donc ça peut être vraiment très chouette, en effet. Bon, maintenant, il ne faut plus bouger les blocs l'un par rapport à l'autre. On peut encore aller avec la flèche blanche, travailler sur un bloc. Normalement, on peut aller avec la flèche blanche, retravailler un bloc. Clic, majuscule, clic sur les points. Bouger. Voilà, ça marche encore. Hein. On peut aussi utiliser une forme qui vient d'Illustrator, une forme complexe.
une encre de navire ou je ne sais quoi pourrait servir. Il n'y a pas de problème. Donc, à ce moment-là, on va transférer la forme de Illustrator vers InDesign par copier-coller. Comme ça, ce qui arrive dans InDesign, ce sont des blocs, des vecteurs, en fait. Alors, je reviens sur mon document couverture.indd. Et pour amener encore plus de diversité là-dedans, je vais fusionner des blocs ensemble, notamment, ben oui, peut-être, voyons un peu, peut-être les 4 là au-dessus. Ah non, il n'y en a pas 4, parce que là, il y a un petit problème. Allez, les 3 du dessus. Vous allez décider de fusionner plusieurs blocs ensemble. Celui-là, je le fais déborder là. Celui-là, je le fais déborder là. Voilà. Les 3 blocs doivent être sélectionnés et je les fusionne. Voilà. Donc, vous fusionnez des blocs et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir l'image du bloc et faire transformer ce grand bloc en bloc texte. On va mettre du texte, un titre typiquement, et en plus, on va étudier un peu les effets spéciaux de InDesign, parce qu'on peut faire des choses dans Photoshop, mais on peut en faire un peu dans InDesign quand même. Donc voilà, là j'ai simplement sélectionné 3 blocs qui sont l'un à côté de l'autre et je les ai fusionnés avec addition. Et pour être certain que ça marche vraiment super bien, je les ai fait au préalable déborder l'un sur l'autre, comme ça, je suis sûr qu'il ne va pas y avoir de couac. Ils étaient bien superposés l'un à l'autre, donc la fusion n'a pas fait de trou. Avec la flèche blanche, je clique dans ce bloc et l'image qui est contenue dans ce bloc est donc sélectionnée. J'enfonce la touche suppression. Il n'y a plus d'image dans le bloc. Alors, un bloc qui ne contient rien peut être converti dans n'importe quel autre type de bloc. Bon, ben là, c'est un bloc image, typiquement. Les diagonales sur un bloc indiquent que c'est un bloc spécialement prévu pour mettre des images. C'est une convention. Ça vient du temps où les imprimeurs dessinaient des projets de mise en page sur papier. Et pour indiquer là où se trouvaient les images, ils faisaient des diagonales. Des rectangles à diagonale. Donc comme ça, on savait que ce n'était pas un bloc texte, c'est un bloc image. Bon, alors si vous prenez l'outil texte là, et que vous survolez le bloc, vous voyez un outil spécial, une icône spéciale qui apparaît. Texte captif. Je clique, et voilà, c'est un bloc texte avec un curseur qui clignote là au-dessus. Bon, faites un texte court. Je l'ai fait un peu trop long, là. Voilà, 3 ou 4 mots, c'est bien. Bon, vous savez le centrer dans les deux sens? Évidemment. Vous n'êtes pas nouveau dans InDesign. Donc, vous savez faire un centrage horizontal et un centrage vertical. Voilà. Il n'y a pas de problème, hein. Bon, je sélectionne le bloc. Je lui donne une couleur sympa. Ah oui, la couleur, ça peut venir d'une photo. Si vous prenez la pipette. Alors, d'abord, je sélectionne le bloc tout simplement. Avec la flèche noire. Bon, je suis bien en train de modifier le bloc. Voilà, c'est indiqué là. Le fond. Et je vais prendre la pipette. Vous avez la pipette? Oui. Vous cliquez n'importe où et la couleur sur laquelle vous avez cliqué apparaît là. Pour continuer à pouvoir cliquer, il faut enfoncer la touche Alt
vous devez forcer la pipette à rester en mode prélèvement. Et ça peut être très sympa d'aller choisir des couleurs qui font partie d'une des photos. Vous allez voir apparaître des couleurs auxquelles vous ne pensiez pas nécessairement. Un petit CTRL-Z si vous avez une couleur qui est bien et que vous avez passé outre. Voilà. Alors, fichier enregistré. Et régulièrement, sur mon disque dur, je vais compresser convertir.indd. Comme ça, je garde des backups sans changer le nom du fichier. Je garde des backups, c'est une possibilité. Bon, ben ça, c'est pas mal. Alors, quelque chose qui peut donner très bien, c'est de mettre un léger espace entre les photos. Un léger espace entre les photos. Je suis juste en train ici de régler un petit problème parce qu'il y avait encore un cadre sur le bord d'une photo et ça fait des bords noirs sur... Voilà. Bon, donc, créer un léger espace entre les photos, mais je ne vais pas utiliser la palette alignement. Parce que ça, c'est un peu chipot. Je vais ruser. Je vais faire un faux espacement entre les photos. En faisant ceci, je sélectionne tout. Et je donne un contour aux photos. Je sélectionne tout. CTRL-A si vous voulez. Ou englober tout avec la flèche noire. Je travaille sur le contour. Et je vais donner une couleur blanche. Par le nuancier ici. Papier. Et voilà. Je clique à côté et vous voyez ce que ça donne. C'est classieux, peut-être que c'est bien, d'avoir un espace comme ça entre les photos. Vous voulez un contour plus épais? On sélectionne tout et on va dans le menu Fenêtre, Contour, et vous mettez un contour plus épais. Et voilà. Alors bien sûr, il y a une partie de la photo qui disparaît sous le contour, en fait. On perd un peu des pixels de la photo, ça disparaît sous le contour. Mais bon. Au moins, c'est facile et interactif, et on peut modifier par la suite comme on veut. Ok, je reviens sur mon bloc ici. Alors, je vais indiquer que je travaille sur le texte, quoique non, si c'est juste pour changer la... Oui, mais je vais changer la couleur quand même du texte, donc je dois vraiment indiquer ici dans la palette des outils que j'avais travaillé sur le texte. Donc, bloc sélectionné avec la flèche noire et petit t enclenché dans la palette des outils. Ça va me permettre de modifier par la palette caractères, menu texte caractère. Je vais aller modifier donc la police, la dimension, l'interlignage. Faire passer de métrique à optique, vous savez que ça donne mieux. Voilà. Couleur du papier, pourquoi pas. Et voilà, je mets des sauts de ligne forcés. Du texte plus petit. Voilà, je fais des variantes. Après, ça devient un peu créatif. Alors, je vais vous demander qu'il y ait quand même un des mots qui soit bien grand.
Comme ça, pour les effets spéciaux qu'on va tester après, ce sera bien. Là, je viens d'afficher les caractères masqués parce que sur ce document, je ne les avais pas encore affichés. Alors ça, c'est déjà pas mal. On est à l'époque du flat design, donc les effets spéciaux, les ombres, les embossages, les biseaux, tout ça, ça n'est plus trop d'actualité, mais techniquement, on va voir qu'il est encore possible de le faire malgré tout. Donc, le bloc est sélectionné. Je vais aller jouer avec les effets spéciaux maintenant. Ah oui, quelque chose qui peut donner bien, c'est d'espacer exagérément les lettres. Petite astuce pour donner de la classe. Voilà. C'est pas mieux, ça? Faut voir. Faudrait gérer l'espacement manuellement entre les lettres. Donc, je sélectionne le bloc avec la flèche noire. Et je vais dans le menu Objet, Effet, Transparence. Objet, Effet, Transparence. Et vous avez la boîte des effets spéciaux qui arrive. Vous pouvez cocher la case aperçue, comme ça vous allez voir directement derrière ce que ça donne. Bon, eh bien les effets spéciaux, vous avez le choix de dire que vous les faites pour l'objet, donc c'est-à-dire pour tout, le conteneur et le contenu, donc le bloc et le texte. Ou alors uniquement le contour, mais il n'y a pas de contour sur ce... Si, il y a un contour blanc. OK. Uniquement la couleur de fond, ou uniquement le texte. Bon, ce qui m'intéresse ici, c'est de travailler uniquement sur le texte. Donc, dans les effets, j'indique que je travaille uniquement sur le texte. C'est donc objet, effet, transparence. Et j'indique que je travaille sur le texte. Et en fait, ce n'est pas vraiment la transparence que je veux modifier, donc je vais passer à un autre réglage. Par exemple, ombre portée. Voilà, je coche ombre portée, et on voit qu'on a une ombre portée sur le texte. Donc, ombre portée, c'est pas mal, mais je vais quand même décocher et je vais mettre ombre interne. Voilà, ombre interne. Et là, on se dit, ah, c'est quand même moche. Ben non, parce qu'en fait, il faut aller paramétrer la distance. La distance est trop grande, peut-être. Donc, vous avez compris le principe, évidemment, vous connaissez, c'est comme dans Photoshop. On enclenche l'effet, et pour pouvoir le modifier, pour faire apparaître là au centre les réglages, il faut que l'effet soit en surbrillance. Il faut que le nom de l'effet soit en surbrillance comme ça. Et alors là, vous allez modifier l'effet spécial. Voilà. Bon, ben déjà, avec une distance de 1 mm et une taille de 1 mm, ça donne quelque chose d'un peu mieux. Il ne faut pas hésiter à manuellement aller mettre des millimètres avec la décimale. Voilà, voilà. OK. Mais en fait, vous savez quoi? Ça donnerait certainement mieux si je mettais un des mots en bold pour qu'il soit plus épais. Voilà. Pour les ombres, l'opacité idéale, c'est à peu près 40%.
Là, je viens de passer de 75 à 46 et c'est tout de suite mieux. OK, une petite lueur externe, enfin, vous testez. Vous testez. Et bien. Donc, la lueur externe, c'est juste un effet que je viens d'ajouter en plus de l'ombre interne. J'avais pas de soleil. Bon, alors c'est assez mauvais goût. Clairement, c'est pas génial, mais bon. Je pense que la lueur externe ici, je vais l'abandonner. OK, ça va? Donc, il n'est pas possible de mettre à la fois un texte et une image dans InDesign, mais on peut superposer deux blocs. On peut superposer deux blocs et essayer de faire des fusions. Alors, il y a plein de manières de le faire. En voilà une. On va jouer avec la palette des calques. Menu fenêtre, calque. Donc, pour mettre le texte et une image au même endroit, je joue avec la palette des calques et je vais créer un nouveau calque. Bon, ben j'ai fermé le déploiement du contenu de ce calque-là, le petit triangle, et je crée un nouveau calque, donc bloc de feuilles, voilà. Calque 2. J'ai le bloc ici de texte qui est sélectionné. Si je veux le transférer facilement sur le calque 2, il suffit que je déplace le petit carré. Mais je peux aussi, avec la touche Alt, pendant que je déplace, faire une copie. Alt, déplacer le petit carré d'un calque à l'autre, ça fait une copie. J'ai donc deux blocs identiques, parfaitement superposés. Extrêmement utile, ça marche aussi dans Illustrator. On peut déplacer un objet d'un calque à l'autre par le petit carré, mais on peut aussi faire une copie si on enfonce la touche Alt pendant qu'on déplace. Attention, ce n'est pas le petit carré qui est là qu'on déplace. Je ne pense pas que ça marche. Non, ça ne marche pas. Ce n'est pas le petit carré qui est sur l'objet quand on a le calque qui est déployé. C'est vraiment le petit carré qui est sur la vignette qui porte le nom du calque. Voilà. Donc avec la touche Alt, je l'ai déplacé et j'ai forcément une copie là. Et l'original est là. Parfait. OK, je verrouille le calque d'en bas. Et je sélectionne le contenu du calque, ben c'est déjà sélectionné, et on voit que les vecteurs sont rouges, là ça correspond bien au calque numéro 2, dont les vecteurs sont rouges. Donc le calque 1 est verrouillé, je suis sûr de ne pas travailler sur l'original du texte, et le calque 2, je travaille sur lui, je travaille sur ce bloc-là.
Voilà, ben, je vais apporter une image dans ce bloc. Par exemple, l'image des vagues de tout à l'heure. Puis, objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. OK, le texte a disparu, hein, parce que au moment de l'importation, il y avait l'option remplacer l'élément sélectionné qui était coché. Donc, le texte qui était dans le bloc qui a disparu, c'est l'image qui est apparue à la place. Ben oui. OK, bien entendu, l'original du texte est toujours en dessous. Si j'enlève l'œil en face du calque 2, je vois le texte qui est dans le calque 1. Et alors là, je vais, sur ce bloc, modifier le mode de transparence du bloc. Donc le bloc qui contient l'image là est sélectionné. Je vais dans Objet, Effet, Transparence. Ben oui, la transparence peut être modifiée ici. Voilà. Mélange de l'image avec le texte derrière. Mais je peux laisser l'opacité à 100% et demander un mode de fusion différent. Je teste. Voilà. Je vais peut-être zoomer un peu pour que tout le monde voit bien. Donc en ayant l'image sélectionnée, je vais dans Objet, Effet, Transparence. Objet, Effet, Transparence. On n'a pas de palette de transparence ici, hein. Non, c'est dans Illustrator qu'on a ça. Voilà. Donc c'est 100% et je vais changer le mode de fusion. Produit, superposition, incrustation, etc. Et bien entendu, en plus de ça, je peux diminuer l'opacité si je veux. C'est juste un exemple de ce qu'il est possible de faire. Superposition en diminuant l'opacité, voilà. On voit fort apparaître la couleur du bloc, évidemment, du bloc texte original. Si je change la couleur du bloc texte original, ça va changer aussi le résultat. La couleur de fond. D'accord? Là, je suis allé retravailler sur le calque 1, j'ai verrouillé le calque 2. Je travaille sur l'objet original, sur son fond. Etc., etc. Bon, mais tout à l'heure, j'ai attaqué avec l'image qui venait par-dessus, mais je peux aussi tester, dupliquer le calque, enlever l'œil en face du calque du dessus et travailler sur le calque 2. Non, faites enlever l'œil en face de calque 2. Travailler sur la copie du calque 2 que je vais placer en dessous du calque 1. On est d'accord? J'ai dupliqué le calque 2, j'enlève l'œil en face et je teste. Je vais me dire, tiens, et si je mettais l'image sous le texte plutôt que de la mettre par-dessus? Évidemment, pour voir l'image, il faut que le bloc texte du dessus, ben, il a un fond qui devienne transparent ou qu'il n'ait pas de fond du tout. Voilà. C'est mon coup.
Donc, c'est toujours objet, effet, transparence. Donc, OK, on est d'accord, on voit, j'ai l'image de la mer sous le calque 1. Dans le calque 1, je vais travailler sur le bloc texte qui contient le texte. Alors, attention, là, je vais dans objet, effet, transparence. Et je vais faire de la transparence sur quoi? Si je fais ici, c'est sur tout l'objet. Donc, le fond devient transparent. On voit apparaître la mer derrière, mais le texte disparaît aussi. Si je veux modifier seulement le fond, je choisis paramètres pour fond. Et voilà. Et je rends le fond transparent et le texte ne s'en va pas. Ou je change le mode de fusion du fond. Donc voilà, malgré qu'il n'est pas possible de mettre du texte et des images au même endroit, on peut malgré tout les superposer. Il n'y a pas possibilité de les grouper ensemble, parce que dès qu'ils sont groupés, ils vont aller sur le même calque. Mais c'est peut-être pas grave, hein. Mais en tout cas, dès que les deux objets sont groupés ensemble par objet associé, ils vont être envoyés sur le même calque. Je teste. Allez, je déverrouille l'image en dessous. Je sélectionne à la fois le bloc texte et l'image en dessous, en faisant un rectangle comme ceci. Vous voyez, les deux sont sélectionnés, le bloc texte et l'image en dessous. Et je vais faire objet associé. On a des pointillés qui apparaissent autour, des pointillés qui indiquent qu'on a affaire à un groupe. Et comme prévu, ils sont sur le même calque. Le bloc image est remonté dans le calque 1 parce qu'on ne peut pas avoir des objets groupés sur deux calques différents. Voilà. Enregistrer et faire la mise à jour ici. Alors, la suite de la formation, c'est travailler sur le texte, à nouveau, notre texte en colonne. Parce qu'on est loin d'avoir terminé avec ça. Et on verra comment faire un document long. C'est-à-dire, avec ce qu'on va apprendre, vous allez arriver à faire des documents très longs facilement. Si maintenant on vous demandait, tiens, pendant 2 jours, j'ai besoin d'un catalogue, j'ai 200 images et j'ai 300 pages de texte, est-ce que tu peux me faire la mise en page? Aujourd'hui, vous allez répondre non. 300 pages de texte, 200 images en 2 jours, pas possible. Eh bien, en fait, c'est possible de le faire en 2 jours. Il faut juste connaître le système et on va apprendre comment faire ça. C'est du flux du texte et des styles de paragraphes, évidemment, et des images qui vont être dans le flux du texte, et aussi des images qu'on va mettre sur le côté, ce qu'on appelle des objets ancrés. Donc, des catalogues d'exposition, vous allez pouvoir faire ça facilement. Il faut vraiment utiliser l'automatisation dans InDesign. Les systèmes pour automatiser. OK. Il a mis un message quand j'ai fait la mise à jour, vu que j'ai créé de nouveaux calques dans l'original, il a mis un message qui disait que les calques, il y en a de nouveaux qui ont été créés. Ça, c'est en rapport avec quelque chose qui s'appelle objet, option de calque d'objet. Parce qu'en fait, quand vous importez du Photoshop ou n'importe quoi, de l'Illustrator ou du InDesign, vous voyez, qui contient des calques, on a la possibilité, dans InDesign, d'aller activer l'affichage ou pas de certains calques. Case aperçu coché, ce sera mieux. Voilà. Bon. Mais ça, c'est pas important ici.
C'est intéressant quand vous voulez amener la même image à plein d'endroits dans InDesign, une image décorative, et vous voulez faire apparaître certains calques de Photoshop ou pas, pour lui donner un aspect différent. Mais donc, c'est les options d'objets, en fait. Options de calque d'objet. Bon, c'est vraiment génial, hein, l'infographie. Vous pouvez rapidement, une fois que vous maîtrisez les outils, hein, vous avez passé le cap de la maîtrise des outils, vous pouvez rapidement faire plein de versions de votre couverture et tester, et puis choisir quelle est la meilleure. Moi, c'est le processus que je propose, c'est de multiplier les versions, de délirer, et puis de choisir quelle est la meilleure. Bon, méfiance quand même, donc avec les effets spéciaux, c'est un peu pourri, hein. Faut faire gaffe. Comme disait l'autre, simple is beautiful. This is innocent.